Aujourd'hui, nous recevons un invité politique mystère, fâché, à 2 pas de l'Assemblée nationale, dans un abribus. Étonnant, non? N'y voyez aucune hauteur de ma part. L'anonymat, quoique relative, de la rue préserve l'intimité des échanges, des rencontres, les oreilles attentives, des yeux scrutateurs, des contempteurs et des envieux du Palais Bourbon. Nicolas Sarkozy sur l'Ukraine, trop c'est trop. Expliquez-nous votre coup de gueule. Permettez-moi d'écarter toute novlangue, tout discours convenu, puisque le secret de l'interview protège des mises à l'index pour des éléments de langage non estampillés. Nicolas Sarkozy et la Russie, c'est une longue histoire d'amour à laquelle nous avions été nombreux à participer. Un souvenir impérissable. Nicolas Sarkozy et Dimitri Medvedev ont assuré le haut patronage de l'exposition événementielle Sainte-Russie, l'art russe des origines à Pierre-le-Grand au musée du Louvre en 2010 pour la première fois de son histoire, en donnant une place, certes temporaire, aux chefs-d'œuvre de l'art russe ancien, à ses traditions spirituelles, religieuses, culturelles, en provenance d'une trentaine de musées, tout en éclairant à la face des millions de visiteurs ce que ce musée universel a, c'est-à-dire une certaine pauvreté insondable de ses collections en matière d'art ancien russe. L'image de la tradition culturelle, littéraire, artistique de l'élite française transcende véritablement vos propos. Et en quoi cela embarque et de quelle manière Nicolas Sarkozy dans sa vision de l'Ukraine en guerre? Excusez ma digression qui flatte des souvenirs dont tout le monde n'a cure. L'admiration de Nicolas Sarkozy pour Vladimir Poutine, mise en juste lumière à l'occasion de sa publication le 22 août de Le temps des combats, trouve son paroxysme maladroit et révoltant dans ces quelques sentences indignes d'un ancien président de la République. Je cite, « L'Ukraine doit rester neutre. » Je cite, « Tout retour en arrière est illusoire. » Je cite, « Un référendum incontestable pour entériner l'état de fait actuel. » Autant de propos circonstanciés non seulement par l'attendu bourdonnement médiatique de nature à propulser les ventes de son livre, croit-on savoir, mais aussi par le manque cruel de discernement politique et historique de son auteur, de culture, disons-le, tout court. Vous articulez admiration, discernement et culture dans votre critique des propos de Nicolas Sarkozy. Et cela à 2 pas de l'Assemblée nationale. Quelle est votre lecture politique sous-jacente? Nicolas Sarkozy veut défaire d'un trait tout l'héritage le plus marquant à notre histoire du siècle des Lumières. Je vous rappelle que dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, l'acte primitif par lequel un peuple est un peuple repose sur l'association des personnes, de leur volonté, formant ainsi un bien public, un corps politique, indivisible, et qui n'est pas la somme arithmétique des individus. Chaque associé se trouve engagé sous un double rapport, nous dit toujours Rousseau, comme membre du souverain, c'est-à-dire le sujet qui édicte les lois, et comme membre de l'État, c'est le sujet qui applique les lois du souverain.
Il advient que le corps politique ou le souverain ne tire son être que de la sainteté du contrat et il ne peut donc aliéner, c'est-à-dire vendre ou donner quelques portions de lui-même ou se soumettre à un autre souverain. Là, je sens vraiment poindre votre fibre littéraire et historique. Charles Dickens a dit de mémoire, dans le cœur humain, il y a des cordes qu'il est préférable de ne pas faire vibrer. Alors, on va se réapproprier et remanier sa maxime. Le cœur battant de la France, osons la vibration de ses fibres et n'en déplaise aux censeurs mondialistes, friands de discours épurés. Voyez-vous, voir Philippe Pétain couronné de toutes ces feuilles de chêne, passer fièrement en revue la garde des soldats allemands occupant la France, là ne fut pas la souveraineté de la France. L'abaissement visible de Vichy devant l'Allemagne hitlérienne, là ne fut pas non plus la souveraineté de la France. Mais l'idée ne nous effleurait pas de nous rallier aux vainqueurs, introduit Jacques Soustelle dans Envers et contre tout. Oui, là ce fut la souveraineté de la France. Autre exemple, accepter l'aliénation éternelle du traité de Francfort le 10 mai 1871, donc c'est ancien, rattachant l'Alsace et la Lorraine à l'Empire allemand. Non, ce n'eût pas été la souveraineté de la France. Et la liste est longue. Oui. Signer les accords de Munich, et je m'arrêterai là, le 30 septembre 1938, entre l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie, qui permettent à l'Allemagne d'annexer des régions tchécoslovaques, les fameuses Sudètes. Non, ce n'est pas l'idée de souveraineté universelle, mais l'application de la loi du plus fort, tout simplement. Et si nous transposions l'analyse à Nicolas Sarkozy et à l'Ukraine agressée par la Russie? En convoquant l'histoire de France, le siècle des Lumières, tel que nous nous sommes superficiellement entretenus, en écoutant humblement la raison et la foi du peuple ukrainien, nous comprenons la légitime ardeur de ce peuple, de son armée, de ses dirigeants, à vouloir rétablir l'intégrité de son territoire et à en assurer l'inviolabilité. Nicolas Sarkozy n'a apparemment pas compris ou admis. À n'en pas douter, Nicolas Sarkozy dégringole toujours plus les marches de l'honneur et de la respectabilité. Bon, vous savez, pour Nicolas Sarkozy, le temps des combats, c'est, on va dire, le temps des trahisons, le temps des renoncements, et quelle image pour la République. Je vous l'ai dit, un invité fâché, à forte conviction, pétri de culture et d'histoire. Merci. Merci à vous.